Bonjour, je suis la personne qui s'occupe de l'engagement à North-Vital. Je vais vous présenter Nikki Scous, qui est directrice de l'initiative Northern Confluence en Colombie-Britannique. Et, et donc, elle s'assure que l'on respecte les lois autochtones. Elle travaille à la stratégie et aux questions de politique en partenariat dans tout le pays. Et donc, elle habite dans le bassin versant Skinner. Merci beaucoup, Natalia. Merci beaucoup à Noso Vital pour m'avoir permis de vous présenter ceci et de partager des informations sur un outil en conservation qui va vraiment remplir un besoin vital. Je suis du territoire des Wet'suwet'en à Smithers et ça serait bien si les gens pouvaient se présenter dans la boîte de discussion et dire d'où ils se joignent à nous, de quel bassin versant et également quelle organisation. Nous sommes une petite initiative. Moi, je travaille avec des réseaux et des partenaires sur les stratégies et les politiques. Ça fait à peu près une décennie lorsque les libéraux fédéraux ont été élus avec un mandat d'améliorer la loi sur les pêches. Moi, je travaille sur ce sujet. Je demande des changements et dans notre perspective, nous avons eu certains succès dans la loi de 2019. Il y a les objectifs généraux, la question des droits autochtones aussi. Il y a également des principes clés de durabilité qui doivent être inclus dans la prise de décision. Également pour la réglementation qui doit respecter la loi, bon, refaire les populations, récupérer les populations qui ont été éliminées, etc. Autre chose qui a été ajoutée comme réussite, et bon, bien sûr, il y a un processus qui a été un peu interrompu lorsque le Parlement a été prorogé, mais nous voulons qu'il y ait une meilleure mise en œuvre des réussites qui ont été accomplies, mais également de la transparence pour la prise de décision. Durant cet examen, on voulait qu'on ajoute un petit peu des choses sur les changements climatiques et la biodiversité, puisque ce n'est pas mentionné dans la loi. Et donc, je pense que ça aussi aura des effets plus importants, surtout sur la côte ouest où nous avons beaucoup de glissements de terrain et des sécheresses, etc. Donc, il y a d'autres parties de la loi sur les pêcheries, c'est que nous voulons plus de protection pour les ZIE. Alors, ceci, c'est inclus depuis 2012 dans l'article 34 et ça donc identifie les ZIE. Ceci a vraiment un certain potentiel pour combler des lacunes, s'assurer qu'il y a de meilleurs habitats et écosystèmes. Il y a d'autres choses qui ont été ajoutées en 2019. C'est l'article 35.2. Ils ont ajouté bon, les pouvoirs du ministre, comment gouverner les zones d'importance écologique ainsi que les plans de restauration. Durant les 5 dernières années, nous avons vu l'adoption du cadre de travail sur la biodiversité mondiale. Donc, il y a des cibles et un engagement à protéger 30% de l'eau et des territoires avant 2030. Cet engagement a été fait par diverses provinces également. Il y a très peu d'outils existants qui vont vraiment protéger les estuaires et les bassins versants de manière adéquate. Alors, qu'est-ce que c'est une zone d'importance écologique? Bon, on a une certaine idée de ce que c'est ou de ce que n'est pas. Donc, le Canada a fait un cadre de travail pour établir ceci en 2023 et maintenant, nous travaillons aux politiques. Les ZIE sont ciblent les habitats qui doivent être très productifs. Ça inclut des endroits importants pour les peuples autochtones.
Et probablement ça va, satisfaire aux règles internationales. Je pense que ces normes internationales, vont être, respectées. Il y a d'autres, mesures, par exemple, et donc je pense qu'on va arriver à un niveau de conservation, mais ce n'est pas dans la loi pour, la conservation. Les, ZIE, offrent de la protection lorsque la pêche n'est pas l'élément le plus important. Les ZIE peuvent être, plus agiles que les endroits, protégés. Bon, jusqu'à présent, ça a été quand même relativement lent, et une autre chose à noter, il n'y a pas encore, de ZIE qui sont établis au Canada. Les ZIE peuvent fournir un autre niveau de protection, pour, suivre, l'objectif, de la loi, qui est de protéger l'habitat des poissons, et donc il y a des, sections dans la loi sur les pêches. Quelquefois, il y a des activités à moindre impact qui d'habitude n'ont pas besoin, de d'autorisation pour, devenir un ZIE. Il y a des projets qui peuvent être, empêchés. Il y a des projets qui ont des impacts, résiduels, et on ne permet pas la compensation dans ces zones d'importance écologique. Tout comme, la question de l'utilisation des terres, légales. Ces objectifs de conservation et de protection fournissent, une certaine clarté, et ça fournit les mécanismes de protection. Donc ça nous dit ce qui est permis ou non. Il y a également la question de surveiller certaines activités en particulier. La pro Les objectifs de protection des conservations, juridiques, interdisent certaines activités comme de construire des docks ou d'enlever de l'eau ou de la gravelle. Bon, il y a question des, passes, de poissons, puis il y a la question aussi de l'endroit en particulier comme un estuaire ou une certaine partie d'une rivière ou d'un lac. Ça, ce sont les outils principaux, et ils seront élaborés en collaboration avec le ministère de Pêche et Océans, ainsi qu'avec les différents niveaux municipal, provincial, et cetera. Comme je l'ai déjà mentionné, les zones, candidates doivent, présenter, certains points uniques. Il y aura certains endroits qui feront face à des menaces ou à de la pression. Il faut qu'ils contiennent de l'habitat pour différentes, espèces importantes au niveau écologique. Il y a la question de la résilience aussi, s'ils contribuent à d'autres initiatives ou cibles de conservation, et il faut qu'ils soient également importants pour les peuples autochtones, et j'espère qu'ils pourront, comprendre plus, qu'un de ces critères. Au début, pour établir une zone d'importance, écologique, nous avons, élaboré, une étude de cas qui souligne les facteurs et les enjeux de juridiction. Susanna va en parler un petit peu plus tard avec Scott. Les ZIE candidats doivent être approuvés par le directeur général régional du ministère des Pêches. Donc pour l'estuaire Skeena, ça serait le directeur général de la région Pacifique qui devrait le signer. Et donc les ZIE sont désignés, selon la loi sur, les, pêcheries, et par le gouverneur en conseil. Le ministère devait faire partie du webinaire, mais maintenant, à cause des élections, il n'a pas pu le faire. Mais c'est bon de noter qu'il n'y a pas de processus de demande officiel. Il y a des gens qui soutiennent ce projet au ministère, mais il n'y a pas de processus ou de mandat clair à l'instant pour, faire avancer cette initiative. Juste pour vous donner une idée, les ZIE peuvent être,
compter dans les cibles de la biodiversité. Ils vont pouvoir atteindre la cible de 35% avant 2030. Bon, mais ils peuvent fournir de la protection dans les endroits où les AMP ne peuvent pas agir et ça peut contribuer également à la résilience envers les changements climatiques. Pour bon, ce qui concerne les marais salés, également les zoster. Les prochaines étapes, donc le ministère a élaboré une politique pour les ZIE et il s'implique avec les Premières Nations et ça sera probablement euh, bon, la question de la réglementation qui permettra aux candidats d'être impliqués dans les annexes et dans les objectifs de gestion clés. Il y a également un besoin d'éducation, d'avoir des orientations politiques et de tester l'outil. Nous devons avoir plus d'études de cas et le soutien de la base également pour en faire un outil de conservation pour avoir ce mandat politique. Et également, ça sera bien, nous allons entendre dans la prochaine présentation comment on a fait ceci dans la rivière East Mary. Donc, je vais bon, faire partie de la défense des intérêts après les élections pour obtenir le mandat politique, justement. Et je voudrais juste répéter que Northern Confluence a fait beaucoup de travail de défense pour les zones d'importance écologique, mais bon, nous sommes quand même confiants à la loi et dans le cadre de travail, mais il y a quand même de l'incertitude. Ils n'ont pas été utilisés ou établis, donc nous présentons cet outil parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de lacunes dans la protection des eaux douces et des estuaires. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup plus de souplesse et la possibilité que ça fonctionne pour différents écosystèmes. Donc, nous espérons que de partager ces informations avec vous, ça va euh, faire en sorte que nous aurons plus de tests qui seront faits dans plusieurs parties du Canada. Et puis finalement, il n'y a pas de ZIE qui ont été établis, mais dans la rivière Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, on a annoncé que ce serait la première zone candidate. Donc, je voudrais présenter nos prochains conférenciers qui vont en parler. Nous allons entendre Scott Beaver, qui vient d'être élu pour le district de Sainte Mary en Nouvelle-Écosse en tant que conseiller municipal depuis 10 ans. Il est président de l'Association de la rivière Sainte Mary. Il a fourni son leadership et il essaye de faire la promotion de l'écosystème du saumon de l'Atlantique, ainsi que les plantes et les autres espèces, tout ce qui est qui mériterait d'être protégé. Et ensuite, nous avons la gestionnaire pour la Confédération des Micmacs. Je passe la parole. Bonjour tout le monde. Nous sommes en Nouvelle-Écosse, sur la rivière Sainte Mary's, Napusaknuk. C'est le nom Micmac. Nous sommes en territoire non cédé Micmac. C'est une rivière qui est l'une des plus longues rivières de la Nouvelle-Écosse près de l'Atlantique. Nous sommes très fiers de la rivière que nous avons. C'est ma diapo d'introduction. Je m'appelle Scott Beaver. Je suis avec Alana Sillaboy et Jay. Janice Flynn. Janice et Alana vont compléter ma présentation quand elles le peuvent. Nous aurons peut-être des petits problèmes techniques, mais nous allons faire de notre mieux. Comme la dernière présentatrice a dit, nous sommes la première rivière canadienne officielle. Nous sommes très fiers ici, sur la côte est, d'avoir reçu ce titre. Nous n'avons pas encore été désignés, mais nous travaillons très fort pour que ce soit le cas.
Voici quelques photos de la rivière. Je vais essayer de vous montrer des photos le plus possible dans ma présentation. Voici l'une des cartes du gouvernement fédéral. Vous pouvez voir qu'il y a 4 bassins de drainage. Il y a une branche est, une branche ouest, une branche nord et en rouge, ce que vous voyez, c'est la branche principale de la rivière. Notre rivière est unique de différentes façons. D'abord, c'est très important, il y a 2 plateaux au milieu de la rivière. Donc, un côté est acide et l'autre côté n'est pas acide du tout. Et il y a différents minéraux qui s'y retrouvent, donc ces 2 côtés de la rivière, se retrouvent, dans le principal bassin. Beaucoup de travail a été fait dans une section. Nous avons eu la chance dans les dernières années de ne pas avoir, été l'hôte de reçu de grandes industries, donc pas de pétrole, de gaz naturel. Par contre, au cours, des derniers siècles, il y a eu beaucoup de coupes d'arbres et d'activités minières. Donc dans les années 1800, il y avait quand même beaucoup d'activités, industrielles dans ce secteur. Avec notre organisme, l'association St. Mary's Rivers, que je représente aujourd'hui, fait, mmh, différentes sortes de travail. Nous faisons un travail de restauration. Notre organisme a été fondé en 1979, nous travaillons sans relâche sur cette rivière. Nous avons fait du travail de restauration. Nous avons planté des arbres. Nous avons restauré les stocks. Nous avons un programme pour les tortues à risque. Nous avons dépassé des millions de dollars sur la restauration de l'habitat et nous voyons qu'il y a de plus en plus de saumons de l'Atlantique qui retournent à la rivière et qui se portent assez bien. Ce qui n'est pas le cas ailleurs en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est une façon de montrer que le travail de restauration et l'eau propre que nous avons dans cette rivière jouent un rôle important. Dans, les dernières années, nous avons connu un retour de mines d'or. Il y a plusieurs entreprises qui ont essayé de s'introduire dans notre bassin versant. Il y a une très grande mine qui a fait une proposition en 2018 et c'est à ce moment que nous avons lancé la campagne NOPE, donc pas d'excavation à ciel ouvert. Nous avons remporté cette lutte, en tout cas jusqu'à présent. Impossible de savoir si cette victoire va tenir le coup. Nous avons mené plusieurs actions pour lutter contre cette énorme mine d'or. Et pour, rassembler les gens. Nous avons enregistré, des activités de saumon en pleine période de frayage, là où la mine d'or, comptait s'installer et c'est une approche qui a bien fonctionné pour nous. Nous avons prouvé qu'il y avait du saumon dans une partie dans la partie du bassin versant, une partie où, les dirigeants de la mine nous avaient dit qu'il n'y en avait pas. Donc, nous avons embauché une équipe, de vidéographes, photographes, sous-marins qui ont réussi à obtenir des images, des saumons. C'est une histoire qui devait être, racontée. Ça a très bien fonctionné. Une autre chose que nous avons fait et je crois que ça a assez bien fonctionné, beaucoup parlé dans notre région, c'est que nous avons un musicien local a enregistré une chanson qui s'appelle For All the Gold et il l'a ajoutée à son album. C'est un autre moment important. Et puis, si on réfléchit aux dernières années, je crois que nous avons fait de grands apprentissages tactiques et stratégiques. Avant, ces moments, nous n'arrivions pas tellement à raconter l'histoire de notre travail de protection de l'habitat. Donc, ce que nous avons appris, c'est qu'il faut vraiment adapter nos méthodes et aller, de 0 à 100 raconter les histoires du bassin versant, parler, aux gens de ce que nous faisons dans le bassin, inviter les gens à y revenir, les gens qui avaient cessé de le visiter. Pour, réussir à raconter nos histoires, c'est important
créer des liens et bâtir un certain momentum de défense, de la rivière. On voit Trevor Gould de la région Pontonac. C'est le territoire, que traverse la rivière Saint Marys. Trevor il joue du tambour, il est chanteur, il est, écrivain et il fait partie du conseil de bande local. On voit en dessous une peinture qui a été faite par Daryl Julian qui, se trouve dans l'un de nos musées. Ensuite, on nous avons réussi à inviter 3 ministres de la province et je crois que c'est très important de montrer aux gens quel est le système de la rivière. Les gens doivent être sur le terrain et voir pourquoi ce système, de rivière, pourquoi l'eau douce doit être protégée. Je peux vous dire que sans l'ombre d'un doute que d'avoir des gens sur le terrain, les 2 pieds dans la terre, ça aide énormément. 3 semaines plus tard, après, ces événements, la le bassin versant a été protégé et le projet de mine d'or, a été stoppé. La dernière image que l'on voit, c'est une photo de, plusieurs membres, de nos groupes de défenseurs de la rivière, plusieurs partenaires et c'est le jour où la rivière est devenue la première re rivière, protégée. Je veux, souligner le travail qu'a fait les alliés, les associations, les partenaires. Ça montre qu'un grand travail peut être fait quand, des personnes, s'unissent, surtout quand les gens sont sur le terrain. Peu importe d'où viennent les gens, c'est important, de se rassembler pour protéger nos espaces naturels et cette histoire est une histoire qui donne, beaucoup d'espoir, dans le contexte de la réconciliation. Tous ces individus se sont rassemblés et je ne crois pas que nous pourrions trouver un meilleur groupe, de personnes, au point de vue semblable, qui partagent des valeurs. Quand on écoute parler les gens de la région, les gens disent qu'ils veulent, protéger la rivière. Donc énormément de travail est fait pour, protéger le milieu. C'est une approche unique. Donc c'est porteur d'espoir, c'est inspirant. Pour moi, pour mes enfants, pour, les membres de ma communauté, c'est vraiment une façon d'ouvrir la voie à la vérité et la réconciliation. C'est une façon d'honorer les appels à l'action, parce que, les alliances sont importantes, les espaces sécuritaires sont importants. C'est une façon de continuer, notre travail et il faut vraiment le souligner parce que en tant qu'individu, nous devons travailler pour la vérité et la réconciliation, mais les eaux et les terres doivent également faire l'objet de ce travail. Donc c'est vraiment unique. Donc, dans notre système de rivières, la récréation, les activités récréatives sont très importantes. Nombreuses personnes se déplacent, vont, visiter la rivière pour aller dans des chalets, faire de la pêche, observer les oiseaux, faire des pique-niques, c'est quelque chose que je fais souvent. Beaucoup de gens y pratiquent le canot. Donc, il y a énormément d'activités récréatives qui se produisent le long de la rivière. C'est simplement un lieu qui rassemble les gens, qui touche les cœurs. Notre système de rivière comporte de nombreuses espèces protégées et d'espaces protégés. Je vais parler de certaines des photos. À gauche, on voit une photo d'une très vieille tortue qu'on appelle Mac. C'est le nom que nous lui avons donné. C'est une tortue serpentine. L'autre photo est une autre espèce de tortue. C'est une tortue des bois. Nous avons la population de tortues des bois la plus importante dans cette partie de la planète. Donc, nous sommes très enthousiastes de savoir. À droite, on voit une des photos que nous avons prises dans un des bassins, des saumons lorsque nous, étions en train de nous battre contre la mine d'or. C'est un saumon mâle, la femelle n'est pas très loin. Nous avons, de nombreux spécimens de saumon dans la rivière qui se portent très bien
et c'est le résultat d'un travail, acharné. En bas à droite, on voit une photo de moules d'eau douce. Je crois que certains membres de l'équipe d'Alanis ont travaillé très fort, dans le bassin versant pour faire des, études sur différents types de moules d'eau douce qui se trouvent dans notre système. Quand, les moules d'eau douce se portent bien, cela veut dire que vous avez un bassin versant très propre. Il y a des propriétés qui ont été achetées tout au long, de la rivière Saint-Maurice. Il y a également, un fonds de protection de la nature de la Nouvelle-Écosse qui, protège une grande partie du territoire. La province de la Nouvelle-Écosse, protège à peu près 10 000 acres. Nous travaillons sur un document qui nous permettrait d'identifier d'autres propriétés à protéger. L'éducation et la mise en marché, l'étiquetage, l'image de la rivière. Nous travaillons avec les enfants, avec les élèves, nous les invitons à faire des activités près de la rivière. Nous fabriquons des nichoirs pour les oiseaux, entre autres pour les canards branchus. En on voit des saumons qui sont remis dans la rivière. Il y a également une photo d'un lieu, que la mine d'or, voulait utiliser pour, puiser de l'eau pour, faire fonctionner, son établissement. Et l'image de la rivière, je me suis présentée comme conseiller pour, la région récemment. Je l'ai faite pour aider ma communauté, mais également parce que je crois que de transformer cette zone en zone d'importance écologique, c'est intéressant, mais on peut également travailler sur l'image de la région comme étant un lieu qui comporte une valeur écologique importante. C'est une façon de rassembler les communautés, de travailler ensemble et de développer des occasions, autour du bassin versant, tout en le protégeant. Dernière chose, que j'aimerais mentionner, c'est la première rivière candidate. Nous avons dû nous battre contre une énorme, entreprise minière, et de nombreuses personnes se sont rassemblées pour faire ce travail. Et une leçon tirée de cette aventure, c'est que c'est très important de trouver des défenseurs, défenseresses locaux. C'est un pas important pour, faire d'une région une région d'importance écologique. Donc, on voit une photo d'Alana en haut à gauche. À droite, on voit Chris Miller. Il travaille avec CPAWS. Je ne sais pas c'est quoi l'acronyme. C'est la Société des parcs canadiennes. En bas à gauche, on voit ma fille. Elle a joué un certain rôle de porte-parole au sein de la communauté, j'en suis très fière. Et à droite, nous avons une représentante de la Fédération du saumon atlantique. Elle a fait beaucoup de travail dans le bassin versant et autour pour défendre la santé et le bien-être du saumon de l'Atlantique. C'est la conclusion de ma présentation. Nous clôturerons cette séance avec un câlin d'arbre. C'est encore une fois une de mes filles qui fait un câlin à un arbre. Si vous avez envie d'ajouter quelque chose, je vous invite à le faire. J'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont donné la chance de parler de notre bassin versant. Oui, j'aimerais ajouter le travail de zone d'importance écologique a été très important pour moi en tant que personne Mi'kmaq parce que lorsque nous nous sommes rassemblés autour de la rivière, tous les partenaires du projet étaient là, puis tout le monde disait: «Ah, davantage de Mi'kmaq doivent y participer, nos communautés doivent, être au courant des démarches» et pendant cette rencontre, je me suis vraiment sentie entendue et vue par les personnes qui, ont fait le travail sur, cette désignation, sur cette rivière, donc de pouvoir, participer, d'avoir accès à un espace sécuritaire qui me permet de défendre les droits de mon peuple, c'est l'une des choses qui nous a beaucoup aidés. Nous venons d'organiser 8 séances communautaires pour, faire connaître, le travail autour de, la zone d'importance écologique, ce que c'est, ce que nous pouvons faire ensemble.
et toutes les communautés sont très intéressées, à obtenir la désignation, sont intéressées à protéger le bassin versant. Les communautés veulent être sur la terre, veulent visiter la terre et ce lieu est en fait très important pour notre peuple. Il y a, des, cimetières, il y a également d'anciens établissements. Donc, dans une perspective de vérité et réconciliation, il s'agit d'une action concrète et le fait d'être entendu, c'est vraiment extraordinaire. Ça rend le travail encore plus significatif pour les communautés, pour les personnes qui protègent ces espaces, ces lieux depuis des millénaires. Donc, j'aimerais remercier Scott et toutes les personnes impliquées. Je vous remercie de votre écoute et de votre confiance. Tout d'abord, nous avons Joseph, qui est militant principal pour la conservation de l'eau douce à Orléans. Comme sa biographie dit, il vit encore à Winnipeg. Il travaille à beaucoup de projets de conservation pour les communautés qui s'inquiètent de la qualité de ces bassins versants. Et il veut que les ZIE soit une réalité au Canada. Nous avons Susanna Fuller, qui est vice-présidente de la conservation des projets. Elle habite avec sa famille à Halifax. Depuis les 20 dernières années, Susanna travaille sur la conservation des océans et des pêcheries et elle se concentre sur la durabilité dans les océans et dans l'Arctique. Ce sont des initiatives qui protègent la biodiversité de la haute mer. Merci beaucoup. Merci Natalia, merci à tous et à toutes. Je voudrais remercier l'organisation d'avoir organisé ce webinaire. Je suis sur le territoire des Micmacs d'habitude, mais là je suis à Ottawa. Je veux reconnaître le peuple Anishinaabe algonquin. Avant de partager mon écran, je vais dire brièvement que j'ai commencé à travailler sur l'habitat des poissons il y a presque 20 ans et je voulais reconnaître le travail de Martha Costox. Peut-être que vous avez déjà travaillé avec elle, mais maintenant nous avons un outil de protection proactif pour l'habitat des poissons. Donc, je pensais à Martha qu'elle serait vraiment heureuse d'avoir cet outil. Donc, la présentation, ça sera sur la loi pour les pêches et il y a également le travail sur la rivière Sainte-Marie. Ce que nous pouvons faire avec nos lois. Ceci revient aux communautés qui vivent près de l'eau. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de la rivière Sainte-Marie. Maintenant, je vais partager mon écran et Joe et moi allons vous parler de quelques études de cas. Lorsque nous avons commencé à penser à comment on pouvait obliger les ministères et les pêcheries et d'autres partenaires gouvernementaux à mettre en œuvre les zones d'importante écologique, on voulait vraiment que ce soit réel. Vous avez probablement déjà eu la photo de la rivière Sainte-Marie. Vous avez entendu parler de l'outil du travail que nous avons fait sur la politique, la défense des intérêts, etc. Donc, c'est important. Euh, Nous rencontrions un des ministres des pêcheries et océans et on s'est demandé qui pourrait le faire. Il a dit, bon, vous le pouvez. Et donc, bon, c'est important de propager nos connaissances au niveau communautaire, au niveau de l'habitat, les gens qui utilisent cet habitat des poissons et qui en profitent. Je parle un peu de pourquoi nous pensions que les études de cas étaient importantes parce que ça décrit comment nous pouvons utiliser cet outil et comme Niki l'a dit, ça n'a pas encore été utilisé. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent à créer. Nous avons des outils, par contre, qui ont déjà été utilisés. Chaque fois qu'on protège un endroit, une zone, et qu'on crée ces outils, je pense qu'il y a une très, très bonne possibilité pour le Canada et les peuples autochtones de travailler ensemble pour améliorer la protection des habitats en eau douce. Je ne veux pas parler beaucoup d'Oceans North
Vous en avez déjà entendu parler. Nous travaillons dans tout l'Atlantique, dans l'Arctique et aussi à l'international, mais nous pensons comment les communautés sont reliées à ces systèmes d'eau douce ou à ces systèmes qui existent près des rives. Je vais passer la parole à Joe dans un petit moment. Nous savons que l'habitat des poissons au Canada, ça fait partie de qui nous sommes. La loi sur les pêcheries a été faite en 2012 et bon, c'était le gouvernement conservateur. Ils ont parlé contre ces changements. Donc, pour nous, c'est très, très important. Oceans North a fait un sondage récemment qui montre que les préoccupations environnementales concernent surtout l'eau douce. Nous avons vu des annonces récemment sur l'importance de l'eau douce pour les Canadiens et peut-être comment nous pourrions les protéger. Nous savons que l'eau douce est importante en ce qui concerne les valeurs culturelles et spirituelles, et ceci peut être raconté dans tout le Canada. L'eau est importante depuis des millénaires. Il y a également le transport de la nourriture, etc. Bien sûr, il y a eu beaucoup de défis. Nous avons stratégie sur les zones critiques et il faut vraiment protéger les écosystèmes d'eau douce et les bassins versants pour qu'elles puissent profiter dans les prochains millénaires. Joe, je vous passe la parole. Oh, bonjour, je m'appelle Joseph Wasserschillis. Je suis celui qui s'occupe des campagnes pour Oceans North. Je suis à Montréal, au centre-ville en ce moment. Et c'est dans le bassin versant du Saint-Laurent et c'est le territoire traditionnel des Mohawks. Mais moi, je viens de Winnipeg, au Manitoba, et ça, c'est le territoire traditionnel des Cris, des Otchikris, des Anishinabés et des Métis de la Rivière Rouge. C'est fascinant parce que c'est à la confluence de la rivière Rouge et de la rivière Assiniboine. Et bien sûr, tout ceci va vers le nord, dans le lac Winnipeg et la baie d'Hudson. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et je vais donc partager mes diapos avec vous. Comme Susanna l'a déjà mentionné dans sa présentation, l'outil ZIE fait partie d'un effort de collaboration entre le ministère des Pêcheries et Océans et les organisations de la base. On essaye de créer un espace parmi la société civile pour faire avancer ce projet. Il y a beaucoup de défense des intérêts qui a eu lieu au niveau des gouvernements locaux, des organisations. On a envoyé des lettres de recommandation, etc. Mais un des outils les plus efficaces que nous avons pour la défense des intérêts des zones d'importance écologique, et c'est la question des études de cas. Ces études de cas ont été proposées par les organisations comme ORS par l'entremise de Pêche et Océan. Et maintenant, c'est ce que nous allons faire. Donc, c'est une dynamique très intéressante. Donc, qu'est-ce que c'est que ces études de cas? Nous allons en parler. Jusqu'à présent, il y en a 4 qui ont été publiées. Ces études de cas correspondent vraiment au cadre de travail créé par le ministère pour l'élaboration et la mise en œuvre des ZIE. Nous avons un candidat identifié. Félicitations, Scott, pour le travail sur la rivière Sainte-Mary's. Et il y en a d'autres qui sont en train d'être considérés également. Et pour nous, lorsque nous pensons aux études de cas, nous voulons qu'elles reflètent la diversité au niveau écologique, biologique, selon les contextes, mais aussi le contexte politico-économique au pays. Parce qu'il n'y a pas juste quelque chose qui corresponde à tous les besoins pour ce cadre de travail des ZIE. C'est vraiment au niveau local qu'il faut que ça soit développé pour correspondre au contexte. Ici, c'est un site web qui s'appelle loi sur les pêches.ca. C'est un rassemblement d'organisations qui travaillent. C'est une très, très bonne ressource et ça souligne tous les changements principaux, les améliorations qui sont dans la loi modernisée. Vous pouvez les voir ici.
Et il y a également l'outil pour les zones d'importance écologique. Donc, si vous êtes intéressé aux études de cas, j'espère qu'à la fin de ma présentation, beaucoup de personnes seront intéressées à faire une étude de cas pour les ZIE. Ça, ce sont de bons exemples. Et je vais vous montrer rapidement l'estuaire de la rivière Skeena et l'étude de cas. Nikki, vous en avez déjà entendu parler. Elle a travaillé très, très fort sur ce domaine. C'est elle qui a produit cette étude de cas. Je ne vais pas le lire mot à mot, mais je voulais vous donner une idée de ce que ce cas-là comprend. Nous avons une idée d'ensemble et une description de la zone. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une bonne possibilité de faire une recension des écrits. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup de ressources, peut-être qu'il y a déjà des connaissances scientifiques ou autochtones. Il y a également les services pour les écosystèmes qui existent déjà. Et donc, par cette entremise, avec cette recension des services, des menaces, des compréhensions d'après une certaine zone, nous pouvons donc commencer à identifier les objectifs de conservation et de protection. Un autre élément clé des études de cas, ce sont les enjeux concernant la juridiction qui est déjà impliquée dans la gestion de ces marécages, etc. Et quelles sont les possibilités qui existent encore? On identifie également d'autres possibilités pour la surveillance et les besoins en recherche. Donc, pour parler un petit peu d'études de cas concernant l'estuaire de la Skeena, c'était vraiment très, très utile. Ça commence en parlant du contexte et du travail qui a déjà été fait jusqu'à présent. Ça, c'est une partie très importante de ces zones d'importance écologique. Nous ne réinventons pas la roue. Vous continuez sur le travail qui a déjà été fait pour protéger une certaine zone. Ça a été fait en 2016 et donc il y a plusieurs autres sections dans l'estuaire qui sont protégées déjà et qui vont être protégées par les peuples autochtones de la région pour les prochains siècles. Et donc il y a des lettres de soutien pour appuyer les ZIE et également on appuie d'autres éléments en ce qui concerne la gouvernance et la gestion de la zone. Une des choses les plus importantes de l'étude de cas, désolé, c'était de présenter les objectifs de protection et de conservation potentielle. Donc, voici ici quelques exemples. Et on veut protéger l'habitat de l'estuaire, protéger les austères marines, également tout ce qui concerne les œufs pour le saumon sauvage. Il faut maintenir le rivage le plus possible. On essaye d'avoir toujours une surveillance pour contrôler les espèces invasives. Je vais m'arrêter un petit instant et dire, il n'y a pas quelque chose qui existe pour satisfaire à tous les ZIE. C'est pour ça qu'on fait des études de cas. Et ces objectifs de conservation et de protection vont refléter, comme je l'ai déjà dit, les priorités de la communauté qui habite là. Et donc, on comprend bon, le niveau autochtone, traditionnel et scientifique, ainsi que les menaces existantes, les menaces potentielles également. Donc, lorsqu'on y pense dans tout le Canada, ici, nous avons une carte de toutes les études de cas qui ont été publiées ou qui ont été démarrées. On a parlé de la rivière Skeena. Il y en avait aussi dans la vallée de la rivière Fraser. Nous avons trouvé un champion pour travailler dans la rivière Upper Ormond en Alberta et puis au Manitoba où moi je vis. Nous avons commencé à explorer la possibilité de ZIE dans la rivière Hayes et dans la rivière Bloodvein. Et puis aussi à l'est, les marais salés de la baie de Fundy et de la baie de Fundy, puis d'autres endroits.
Donc ça, c'est une carte des obstacles aquatiques au Canada. Là, ça, c'est vraiment une très, très bonne ressource. Vous pouvez faire une recherche Google. Euh, c'est la base de données des obstacles aquatiques. Et j'en parle pour faire le contraste avec les autres menaces. Ça, c'est une des menaces. Ce sont des obstacles au passage dans les rivières. Et ça n'inclut pas les menaces de la pollution, des changements climatiques, etc. Mais ça vous montre que ce sont bon, toutes les menaces qui existent au pays. Et à l'heure actuelle, il y a juste 6 études de cas qui ont lieu. Donc, on veut vraiment continuer à élargir notre liste d'études de cas. C'est la raison pour laquelle notre organisme, Oceans North et d'autres organismes, c'est un travail de coalition, cherchent à soutenir le développement d'autres études de cas. Il y a un certain financement qui est disponible et je crois que nous allons peut-être en parler dans un des groupes de discussion, des salles. Si vous faites partie d'un groupe et que vous croyez que, la région, la zone sur laquelle vous travaillez répond aux critères d'une zone d'importance écologique et que vous avez la capacité dans les prochaines années de travailler, sur une étude de cas, je vous invite à participer à notre sous-groupe parce que nous allons parler plus en détail. Voici quelques considérations importantes, auxquelles vous voulez peut-être réfléchir. Si vous croyez, que c'est intéressant pour vous de montrer, de faire une étude de cas pour une zone d'importance écologique dans votre région avec votre groupe, est-ce que les zones de conservation sont prioritaires pour des populations autochtones? Est-ce que c'est pour des, raisons de subsistance, de raisons culturelles? Est-ce qu'il y a des obstacles qui menacent la conservation de la région? Il y a également la question de l'unicité, de la productivité de la région. Est-ce que la région va soutenir la résilience au changement climatique? À quel point la région, la zone a déjà été étudiée? Est-ce qu'il y a des possibilités de partenariat dans le cadre des activités de gestion des aires d'importance écologique? Est-ce qu'il y a des organismes, par exemple, avec la rivière Sainte Marys, on a l'association Sainte Marys et des, Premières Nations, d'autres organisations, qui, se sont joints au projet. Donc ce sont des considérations importantes si vous envisagez de faire une étude de cas pour, une, zone d'importance écologique dans votre région. Il y a un processus de demande qui a été établi. Vous pouvez, exprimer votre intérêt. Je vais en parler dans les sous-groupes et ensuite, je peux également dire que vous ne serez pas abandonnés, laissés à vous-même dans le processus. Je serai là, d'autres personnes seront là pour vous orienter dans le développement de votre étude de cas. Donc, je vais m'arrêter ici et voir s'il y a des questions dans le boîte de clavardage. Et encore une fois, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à joindre mon sous-groupe. Merci beaucoup. C'est la parfaite diapo pour faire la transition vers la prochaine séance. Nous allons avoir une brève séance de questions-réponses avant de partir en sous-groupe. Je vois qu'il y a des questions. La première question qui sera abordée par Sébastien. Avez-vous travaillé à enligner la désignation de conservation fédérale ou de protection avec les désignations provinciales? Est-ce que c'est possible d'avoir un statut double? À mon avis, je ne pense pas qu'il y a un alignement entre les outils fédéraux et provinciaux. Évidemment, dans les juridictions d'eau douce, les provinces devront embarquer dans le projet. Pour les études de cas, et ça, c'est mon analyse. Par exemple, l'estuaire Skeena, la province n'a pas énormément d'autorité. C'est plutôt les autorités portuaires de Prince Rupert qui sont fédérales, le district régional et définitivement les autorités autochtones. Donc la province a très peu à dire, dans ce cas. Elle elle passe un peu en deuxième plan. Donc je ne sais pas si Susanna veut parler d'une autre région. L'idéal, ce serait que les provinces ne s'opposent pas aux désignations. Oui, et je ne peux pas parler, de la législation québécoise que je ne connais pas bien. Nikki et moi avons travaillé très fort, pour,
inciter le gouvernement à intégrer la protection des eaux douces avec les ententes avec les provinces. Ça n'est pas arrivé parce que les gens n'étaient pas prêts encore à prendre cette entente, cet engagement. Comme plusieurs d'entre vous le savez, certaines provinces sont allergiques à désignation, par juridiction. D'autres provinces y voient un avantage d'avoir le gouvernement fédéral comme partenaire. Je crois que c'est un des plus grands obstacles pour les zones d'importance écologique. Je pense que c'est possible lorsqu'il y a déjà un engagement envers la protection de la biodiversité, quand des groupes populaires travaillent déjà, quand les municipalités soutiennent déjà la démarche. Nous ne savons pas parce que nous n'avons pas encore de zone d'importance écologique, mais je pense que nous allons regarder de près le cas de la rivière Saint Marys. La province est engagée à protéger 20 de ses terres et de ses eaux. Donc, il y a des occasions de collaboration. Nous devrons probablement aller attendre un peu la fin, des élections, le résultat des prochaines élections et voir, quelles sont les possibilités de collaboration avec le ministère des Pêches et des Océans. Je pense que ça dépend également de la région du MPO et du personnel. À certains endroits, les employés sont vraiment engagés à travailler avec les groupes locaux et ce sont dans ces régions que nous allons de l'avant. Comme il n'y a pas de financement précis pour les zones d'importance écologique, aucun directeur régional ne s'est fait dire de travailler avec les provinces, de faire, du démarchage. Donc, je pense qu'il y a d'autres, occasions. Donc, c'est l'aspect un peu, positif. Donc, les provinces pourront peut-être s'opposer, mais là où il y a des groupes qui travaillent déjà sur la question, il y a moins de chances que les provinces ne s'opposent aux démarches. Merci et je comprends, que c'est une analyse un peu continue. De nombreux aspects de cet outil politique, restent à être étudiés et nous allons certainement vous consulter et recueillir vos commentaires. Il y a d'autres questions dans la barre de clavatage qui sont intéressantes pour les sous-groupes. Il y a une question de Betty. Comment ça rime les zones d'importance écologique avec les protections et conservations autochtones? Est-ce qu'elles sont nécessaires si ces processus vont de l'avant, pendant que, Pêche et Océan Canada continue à, travailler sur les détails? Encore une fois, je crois en ce moment, ce que je comprends, c'est que ni les provinces ni le gouvernement fédéral non, une législation qui reconnaît les zones autochtones de protection et de conservation. Des discussions sont en cours, mais s'il est nécessaire de reconnaître une le fait que dans s'il est nécessaire d'avoir une reconnaissance de la couronne, les zones d'importance écologique pourraient, jouer le rôle de cet outil. Dans l'estuaire, Skeena, il est possible, que la zone soit déclarée zone de conservation et protection autochtone et ce serait peut-être un peu plus large et un des outils de reconnaissance de la couronne serait par la loi sur les pêcheries et les zones d'importance écologique. Donc encore une fois, il n'y a pas cet outil de reconnaissance de la couronne, donc il pourrait y avoir, un certain chevauchement. Nous espérons que la loi sur les pêcheries, ne sera pas complètement détruite. Et à l'époque, c'était moins controversé que la loi sur, les évaluations d'impact. C'est une loi qui avait davantage d'approbation générale de façon vaste. Les zones d'importance écologique ont été proposées à cette époque et les zones d'importance écologique, il est clair que le ministère des Pêches et Océans doit travailler avec les populations autochtones pour atteindre les objectifs de protection et de conservation. Merci, Susanna ou Joseph. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Lana, Scott? Lorsque vous vous êtes inscrit, vous avez également des questions auxquelles ont répondu Pêche Océan Canada. Donc, nous allons vous envoyer, les réponses avec l'enregistrement. Il y a une question de Frank et ce sera notre dernière question avant de partir en sous-groupe. Frank demande si les PANA, Protected Regional Natural Areas, et les zones, d'importance écologique sont-ils potentiellement, compatibles? Est-ce que Sarah s'appliquerait? Oui, je peux essayer d'y répondre. Encore une fois,
Je pense que si une étude de cas de zone d'importance écologique chevauche une PANA, oui, il pourrait y avoir une grande compatibilité, mais il peut également y avoir, j'ai répondu par écrit à une autre question semblable. Est-ce que Sarah s'appliquerait peut-être? Encore une fois, ça n'a pas été testé. On peut imaginer que lorsqu'il y a des habitats essentiels pour une espèce en risque, une zone d'importance écologique pourrait être perçue comme un outil qui permet de protéger l'habitat essentiel. Encore une fois, ça ne s'est pas encore produit, donc nous ne savons pas, mais ce serait très intéressant de mener une étude de cas là où un habitat essentiel n'est pas encore protégé. Nous avons souvent pensé que la loi sur les pêches modernisée pourrait être un outil qui pourrait accompagner l'outil SARA lorsque les habitats critiques ou les espèces ne sont pas protégées, à la fois dans les habitats marins et en eau douce. J'ai vraiment apprécié le fait que vous soyez joint à nous aujourd'hui. Nous avons besoin de plus de champions pour vraiment faire avancer, la volonté politique, pour avoir les bonnes orientations. Et également, bon, la question des organisations de la base, on a vu ça avec la rivière Sainte-Marie. Nous avons des champions au niveau communautaire. Tout le monde se rassemble et travaille pour le faire. Donc, j'espère que nous verrons d'autres actions de ce genre, hein. J'ai vraiment apprécié le fait que vous nous ayez aidés à organiser ce webinaire.